Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis. Quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Émilie Dumont, qui est la directrice générale de Mr Fly. Salut Émilie, ça va? Bonjour Laurent, ça va? J'avais reçu Frédéric Pioux il y a quelques temps, puisque c'était en février 2020, donc quelques semaines avant la crise, enfin en tout cas la fermeture des frontières. C'était un épisode qui était passionnant, qui était très branché marketing et acquise. Aujourd'hui, on va prendre un peu de hauteur. Je vais te demander d'abord de me représenter Mr Fly, de raconter cette hyper croissance de ouf, parce que vous êtes lancé fin 2015, début 2016. Entre 2015 et 2020, vous passez de 0 à 500 millions d'euros de volume d'affaires, de 0 à 440 employés en mars 2020. Donc c'est vraiment de l'hypercroissance, c'est incroyable. J'aimerais comprendre comment ça s'est fait et les apprentissages, le changement d'entreprise, on y viendra un peu plus tard. La crise arrive et là tout s'arrête. Et j'aimerais comprendre, ce sera le deuxième sujet qu'on abordera, mais les enjeux de la crise. Comment est-ce qu'on transforme une belle société en pleine croissance en termes de promesses, de process, d'offres et de produits, puisque vous avez développé de nouvelles offres et produits. Et on terminera sur les apprentissages de cette période que tu pourras nous enseigner, nous apporter, nous partager. Mais voilà, c'est comment maintenir une promesse d'origine, c'est ce que je m'étais noté comme thème, comment maintenir une promesse d'origine avec une approche digitale dans un marché qui a complètement changé dans son exécution, qui est complexe, qui est un vrai millefeuille. Bienvenue. Merci. Ça me fait plaisir de te recevoir. C'est ton premier podcast, je crois. C'est mon premier podcast. Et ce sera super. C'est quoi Mr Fly ? Alors Mr Fly, c'est une plateforme qui permet d'accompagner les intermédiaires du voyage à développer leur propre activité. Donc Mr Fly, c'est historiquement et au début, au lancement, c'est un acteur qui est sur le vol, comme son nom l'indique. Assez rapidement, Carlos et Nicolas, qui sont les fondateurs de Mr Fly, se disent en fait ce qu'on sait faire sur le vol, il y a plein d'autres produits sur lesquels on peut le faire, et en fait on font grandir Mr Fly en faisant venir des gens qui sont des spécialistes d'autres métiers, en intégrant une société qui fait de l'hébergement, et donc rapidement la plateforme devient multiproduit. Elle reste historiquement principalement centré sur les intermédiaires du voyage, donc on va dire des B2B, des e-commerçants, etc. Et puis l'aventure part hyper vite. Ça décolle très 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 vite avec un partenariat avec Vipi, qui permet de faire décoller la marque très fort, beaucoup plus fort que ce que tout le monde imaginait. La plateforme est simple et digitale, prend hyper bien auprès de la clientèle B2B, d'un certain nombre d'intermédiaires. Et puis du coup, comme le produit est simple, comme l'offre, le parcours client est une promesse de simplicité, c'est-à-dire que tu viens sur le site, tu fais un search, tu as un résultat, à la fin, ce que tu bookes, c'est exactement ce que tu as vu sur ta page de résultats. Donc c'est super simple. Ce qui peut être hyper assez disruptif. Ce qui est assez disruptif à l'époque dans l'univers, on va dire, du travel online et particulièrement de l'aérien. Et puis, il y a pas mal d'innovations produits qui sont mises en place. C'est la première plateforme à proposer du paiement fractionné, à proposer des produits de flexibilité avant crise, puisque Mr Fly avait lancé la Freeflex, qui était un produit dans lequel tous les billets étaient flexibles à hauteur de 70% de remboursement bon d'achat avant crise. Et du coup, tout ça fait un effet boule de neige sur un produit, des services, une simplicité client qui est là, une promesse qui est tenue en termes de qualité de service et de simplicité. Et ça marche
tout seul et hyper fort. Et la croissance s'arrête pas, quoi. Et puis, de fil en aiguille et sans même vraiment courir après, le business prend une ampleur folle. Et en 2019, la société fait plus de 500 millions d'euros de volume. Début 2020, on atteint quasiment 5000 clients au jour. Donc, une croissance qui est très rapide, qui est assez incroyable. Hyper rapide. Vous pouvez, alors vous connaissez certainement, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur mrfly.com pour voir pour tester l'interface. Alors Carlos a raconté son long parcours avant, puisqu'il a été pendant 15 ans chez GoVoyage, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc il était PDG, il a raconté dans un super épisode de Génération du It Yourself que je vous invite à écouter pour comprendre un peu le contexte. La promesse de Mr. Fly en 2020, mais c'est toujours la même aujourd'hui, j'imagine. La promesse, c'est quoi ? La promesse, c'est d'aider les intermédiaires du voyage à scaler leur propre business avec un produit simple, un contenu riche et très large et une qualité de service qui leur permette d'exécuter leur propre business simplement et correctement. Donc plutôt B2B que B2C. Oui, historiquement, la plateforme était plutôt sur le cœur de métier, plutôt B2B que B2C. Après, B2B, au sens un intermédiaire, c'est pas forcément un B2B. Enfin, lui, il peut être un B2B, mais nous, on peut servir du B2C pour son compte. On fait beaucoup de marques blanches, en fait. Ok. Mais quand tu arrives en 2015 sur ce marché, il y a quand même déjà pas mal d'outils pour le B2B, justement, sur le voyage, non ? Et d'interface, alors certaines très vieillottes. T'as des outils. Ouais. T'as des choses qui existent, mais des plateformes... simple, et on n'est pas qu'un outil en fait, hein. Mr. Fly, en fait, on processe, c'est-à-dire c'est pas que du logiciel. Une agence et c'est pour ça qu'on peut travailler pour des e-commerçants et qu'on ait la capacité en fait de traiter du voyage pour des e-commerçants. On est une plateforme tech et en plus on processe le voyage. C'est-à-dire que du coup on est capable de traiter exactement comme pour un client B2C. On fait tout, on s'occupe de tout. Et c'est ça la promesse en fait. C'est vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Vous n'avez plus qu'à vous occuper de votre client. Et c'est vrai pour des réseaux d'agents de voyage. C'est vrai ça peut être vrai pour des tours opérateurs et ça peut être vrai aussi pour des plateformes e-commerce qui veulent faire du voyage, mais c'est pas leur cœur de métier. Tu t'improvises pas à faire du voyage du jour au lendemain. En fait, c'est compliqué. Vraiment faire du voyage, c'est compliqué. Donc si tu es un e-commerçant et que tu as envie de proposer du voyage, ou si tu es n'importe quoi demain, tu regardes aujourd'hui, il y a beaucoup de fintech qui se lancent dans le voyage. Tu as énormément d'acteurs qui se disent, bah tiens, le voyage, c'est quand même un produit plaisir. Et donc comme c'est un produit plaisir, j'ai envie de le proposer à mes clients, mais je ne sais pas faire du voyage. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui fasse le voyage pour moi. Nous, on a à la fois l'offre digitale et l'offre, ce qu'on appelle ça le fulfillment dans le travel. Donc on s'occupe entièrement du produit. Tu limites les entrées ? Comment est-ce que tu choisis ? Comment est-ce que je peux, moi, je suis Cosa Vostra, je ne sais pas pourquoi je vendrais du voyage, mais admettons, je décide de vendre des séjours, ou des vols, pardon. Ouais. Comment est-ce que je me plug ? Comment est-ce que tu me valides, tu me modères, Alors, si tu es agent de voyage, je ne te modère pas. Il n'y a pas de problème. Donc, agent de voyage, c'est on a ouvert on est affilié, voilà, c'est une démarche à faire. Si tu es agent de voyage, je te filtre pas, tu peux ouvrir un compte pro chez nous parce que quelqu'un en ligne a déjà fait le travail Exactement, il n'y a pas de problème. Okay. Si tu n'es pas agent de voyage et que tu as un métier qui est complètement différent et que du coup tu veux qu'on fasse du voyage en marque blanche pour toi, là c'est autre chose. On va discuter parce que ça veut dire qu'est-ce que tu veux de la marque grise, tu veux de la marque blanche. Si tu veux de la marque totalement blanche, ça veut dire qu'il faut qu'on vende du voyage comme si on était toi, en signant Cosa Vostra. Bon, ça évite un certain nombre de conséquences. Cosa Vostra est un mauvais exemple, mais admettons que PayFit, demain, tu vois, ça pourrait avoir du sens, ou Swile décide d'élargir son panel d'offres à ses utilisateurs avec le voyage. Ce sera un bon exemple. Ouais. Donc, ok, donc il y a toute une phase de setup, j'imagine, et une phase de setup, mais c'est possible, bien sûr. Ok. Et du coup, ensuite, il y a un partage de revenus. Il y a quel est le modèle ? Alors le modèle, c'est un modèle de frais de distribution. Donc sur le B2B comme sur le B2C en fait, ça Ouais. Ok. D'accord. Et du coup, le cœur de métier change. Donc c'était historiquement B2B.
Alors ça, c'était l'historique. Après, c'est vrai que comme la marque, comme le produit a très bien marché et qu'il y avait des services disruptifs sur la plateforme, on a toujours eu un site B2C dès la création et on l'a toujours et on n'a pas du tout envie de le fermer parce que les clients qui nous connaissent et qui viennent chez nous en B2C, c'est très bien. On est ravis de les accueillir et de les traiter en direct sur notre marque propre. Et si tu veux, comme on proposait des services quand même assez innovants et disruptifs, le paiement fractionné, les produits flex, on a une offre aussi, un contenu qui est différenciant. C'est-à-dire que dans l'aérien, l'aérien, le travel, l'hébergement, c'est des métiers qui sont très complexes dans lesquels tu as énormément de sourcing. Nous, un de nos savoir-faire, c'est d'avoir de la connectivité, de l'automatisation. Donc, on est connecté à énormément de providers, ce qui nous permet d'avoir un contenu très, très riche. Donc, indépendamment des services qu'on propose, on propose aussi un contenu, une profondeur de contenu et de catalogue, si tu veux, qui est très large. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent chez nous aussi parce qu'ils savent que chez nous, ils peuvent trouver à peu près tout ce qu'ils veulent. Et du coup, le B2C, c'était quand même développé, on va dire, naturellement, sans forcément qu'on aille chercher du B2C. Et puis, dans l'effet croissance, comme ça marchait bien, on était quand même allé chercher un petit peu de trafic sur le B2C en 2019. Donc, on avait un peu développé cette activité-là parce que ça marche très bien et ça marchait très bien et qu'à partir du moment où tu le fais dans les mêmes ratios économiques que ceux dans lesquels tu distribues via des intermédiaires, why not? Mais on n'a jamais été un acteur full player B2C à aller faire du push d'acquisition de trafic ou être à fond sur les comparateurs. On l'a fait plutôt pour faire du testing. Et on se sert beaucoup toujours de notre plateforme B2C pour améliorer notre produit. Ça nous permet que la plateforme qu'on propose aux intermédiaires pour qui on fait des marques blanches, pour des e-commerçants, pour n'importe quel type d'intermédiaire, des comités d'entreprise, etc., elle soit top of the range. Si tu ne traites pas en B2C, il y a plein de choses que tu ne vois pas en fait. Donc on continue à traiter et à faire du B2C. Donc le B2C pour rester... Pour donner les ordres de grandeur, parce que je sens que c'est ta question. C'était pas encore ma question, mais j'y venais. Non, je disais le B2C pour continuer à rester en contact terrain avec l'utilisateur final, celui qui va voler, voyager, louer une voiture. On reste quand on traite en marque blanche, on reste en contact avec l'utilisateur final, parce qu'en fait, c'est nous qui le traitons totalement. Alors, on le traite... on va dire en répondant aux clients sous une autre marque, sous la marque de la marque blanche, de l'opérateur e-commerçant, mais on reste en contact avec le client. En revanche, si on n'a pas le site B2C, c'est dans l'avant-vente qu'on n'est plus en contact avec le client. Compris. Voilà. Et du coup, les proportions B2B, B2C ? Aujourd'hui, on est un peu moins de 10% de notre activité en B2C. Ok. Ouais. Ok. On est après, on a une répartition. Alors historiquement, ça a toujours été. Historiquement, c'était à peu près 20%. Donc ça a jamais été majoritaire dans notre business model. Ça a pas mal diminué au profit d'autres types d'intermédiaires, typiquement tout ce qui va être e-commerce en marque blanche et des intermédiaires qu'on a pas mal renforcés. Pendant la période de crise, qui sont des intermédiaires assez résilients sur typiquement les comités d'entreprise ou des gens qui ont des flux de trafic très récurrents. Ok, intéressant. Votre offre produit aujourd'hui, donc il y a les vols, oui. Historiquement, il y a le séjour, il y a les hôtels, il y a la voiture. Comment se répartit le mix produit ? Alors aujourd'hui, pendant cette période... une des choses qu'on a fait évoluer et qui a pas mal changé pendant la crise, c'est on a plus développé notre activité hébergement, hôtellerie, qui représente maintenant plus de 20% de notre activité. Je dis hébergement parce que certes, tu as l'hôtellerie, mais tu as évidemment aussi tout ce qui est hébergement locatif, qui a été... Maintenant, ça s'est un peu apaisé, mais pendant la forte période de crise, au début du retour des voyages, on va dire fin 2020, début 2021, ou même pendant l'été 2020, quand les gens sont partis, ils avaient très envie d'être en hébergement locatif. Ils ne voulaient pas aller à l'hôtel. Les hôtels, c'était hyper contraint, c'était compliqué, tout le monde avait peur, etc. Donc, il y a vraiment cette partie hébergement au sens hôtelier et hébergement locatif qui s'est pas mal développée. Le séjour, c'est une activité sur laquelle on a un peu qu'on propose toujours à nos clients et sur laquelle on a développé nos gammes de produits. On avait une gamme plutôt haut de gamme, en fait. On était plutôt sur des produits haut de gamme. Maintenant, on a 3 gammes, entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Mais
on a une offre aujourd'hui qui est pas très large parce que quand tu fais du séjour, t'es agent de voyage. Quand t'es agent de voyage, t'es totalement responsable de tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est très compliqué en fait d'être capable de tenir des promesses clients quand tu sais pas sur du séjour ce qui va se passer et si le pays va pas fermer demain matin en fait. Donc on ouvre des destinations uniquement sur des destinations sur lesquelles on est à peu près sûr qu'il va rien se passer. Je dis à peu près parce qu'en fait, on n'est plus jamais sûr de rien quand même. Mais donc aujourd'hui, on a une activité séjour qui est très limitée parce que on n'a pas vraiment rouvert en fait significativement les ventes sur le séjour. On fait très attention en fait à ce qu'on propose comme type de produit. Et tu as quand même beaucoup plus de rupture de canal et d'intermédiaires sur le séjour. Donc pour garantir, j'imagine, la satisfaction d'un client final qui est allongé sur une plage à l'île Maurice, il s'est passé pas mal de choses entre le moment où tu lui as vendu... je prends cet exemple parce que j'aimerais bien aller à l'île. on est en février, il fait froid, il fait gris. Il s'est quand même passé pas mal de choses et il y a beaucoup de variables que tu maîtrises pas. Enfin, encore plus que... Alors pas nécessairement ouverte, parce que non, pas nécessairement quand on... La plupart du séjour que nous on fait, c'est du séjour qu'on produit en fait. Donc on produit de l'aérien et on assemble en fait. On sélectionne des hôtels, on sélectionne des vols et on produit des séjours qu'on propose à nos clients. Donc du coup, on est dans la maîtrise. Le problème, si je reprends ton exemple, c'est que tu es tranquillement allongé sur ta plage à l'île Maurice. Et il se trouve que l'île Maurice décide demain matin de fermer ses frontières et coupe toutes ces liaisons aériennes et te dit qu'en plus, comme t'es français, ça serait peut-être pas mal que tu rentres. Donc c'est un peu la panique. Et pour nous, c'est très très dur en fait de te ramener à la maison correctement. Donc ça a été la première... ça a été on va dire... la phase 0 de la crise Covid, c'est que il a fallu qu'on gère tous les gens qui étaient bloqués partout dans le monde. Notre première préoccupation, ça a été celle-là, ça a été de rapatrier nos clients en fait. Écoute. On a oublié tout ça, c'était très très, ça semble très loin, tu vois. J'y pensais même plus avant de te parler de cet exemple, mais la première crise qu'on a eue dans la crise, ça a été faire rentrer tout le monde à la maison. Les gens chez eux. On y vient dans quelques minutes, mais j'aimerais bien revenir. C'est fini tout ça, c'est derrière nous. Heureusement, oui. Je crois qu'il y a eu encore quelques blocages au Maroc il y a quelques semaines, quelques mois. Oui, mais tu vois, typiquement, on arrive, on est sur des destinations comme ça. Quand le Maroc a fermé, on avait quelques clients sur place. C'est beaucoup plus facile à gérer. Et puis maintenant, les choses se font plus. Même quand le Maroc a fermé, ils n'ont pas fermé du jour au lendemain en arrêtant tout. Ils ont prévenu qu'ils allaient fermer. Il y a eu des vols de retour en France qui ont été maintenus par les compagnies aériennes qui desservent le Maroc pendant plusieurs jours pour que les gens puissent rentrer sereinement. Enfin, les choses se font plus. On n'est plus dans la panique dans laquelle les États étaient dans les premiers jours de mars 2020. Aujourd'hui, même quand il se passe des choses, elles sont... je ne vais pas te dire qu'il ne peut rien se passer, parce que j'en sais rien, mais quand il se passe quelque chose de ce type-là, typiquement l'exemple du Maroc est un bon exemple, les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain avec les mouvements de panique comme il y a eu en mars 2020. Quoi. On y reviendra dans 2 secondes. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit il y a 2 minutes. Produire du voyage, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu vas sur une destination donnée, aller rechercher un hôtel que tu trouves bien, et tu vas aller sélectionner en fait cet hôtel-là pour le proposer à tes clients et tu vas l'assembler, tu vas dire, en fait, tu vas proposer à ton client cet hôtel-là avec tel type de vol. Donc, par exemple, tu vas lui pousser plutôt du vol Transavia parce que tu sais que ces vols-là, ils sont plutôt bien maintenus, que ça se passe bien, etc. Si vous écoutez régulièrement le panier, vous connaissez mon amour pour Transavia. Transavia, donc voilà, c'était un clin d'œil. Transavia, vous êtes d'ailleurs les bienvenus pour spéciale dédicace. Tu vas aller ajouter peut-être s'il y a besoin ou si c'est pertinent un transfert. Tu vas aller ajouter une activité. Je te prends un autre exemple. Tu produis un voyage par exemple pour aller faire du Harry Potter à Londres, pardon. Donc tu as
tu vas choisir un hôtel, tu vas organiser la visite des studios Harry Potter, tu vas sélectionner un certain nombre de trajets, de transferts, d'activités, et puis tu proposes ça, packagé, à tes clients. Donc, tu as construit un voyage pour tes clients. Après, ton client, il peut toujours dire, moi, je veux pas partir tel jour, je veux partir un autre jour, je veux... Mais ça, c'est une offre que tu packages pour la vendre. Au moment où tu la vends, il y a peut-être plus la place... Enfin, pardon, c'est peut-être une question un peu naïve et candide, mais au moment où tu la vends, il y a peut-être plus les places dans le vol Transavia, ni les chambres dans l'hôtel. C'est dynamique, en fait. D'accord, c'est ça. Et c'est là qu'intervient toute la complexité, la connectivité et tout ce qui fait qu'en fait, c'est un métier qui est très, très tech. C'est-à-dire qu'au moment où toi, tu appuies réellement sur le bouton « Je veux réserver », en fait, on vérifie toutes les disponibilités en temps réel. Et tu me proposes ce qui est disponible ou ce qui est possible. Okay. On te dit, en fait, sur cette date-là, c'est plus possible, etc. Donc, derrière, c'est un métier qui est extrêmement tech-intensif derrière. Alors, tech-intensive, mais en plus, moi, j'ai une approche un peu, disons, comptabilité analytique, où je me dis, le temps humain de construction d'un voyage, parce qu'il faut un peu le réfléchir avant de rentrer ça dans une machine qui va automatiquement le mettre à jour ou faire la recherche de yield ou de en tout cas de disponibilité, est énorme dans un métier, dans un milieu où les marges sont pas forcément très... Enfin, je peux voilà. Le séjour, c'est il va y en avoir plus, il va y en avoir moins. Quelle est la politique de Mr Fly sur le sujet ? Alors en fait, c'est une bonne question. Avant crise, on faisait du séjour très 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 manuel. Une des choses qu'on a beaucoup digitalisé, c'est la production de nos séjours pendant la crise, en fait. Donc, il se trouve qu'on avait dans la maison des briques, pour faire simple, des briques de produits dans lesquelles on a beaucoup de connectivité, beaucoup d'informations à disposition. Donc, aujourd'hui, le séjour qu'on produit, il est plus tout à fait, c'est-à-dire que quand je te dis tu vas aller sélectionner un hôtel, etc., on va le faire uniquement sur des gammes de catalogues sur lesquelles nous, on a de la connectivité, de la connaissance, et sur lesquelles on a beaucoup de choses qui sont déjà automatisées dans la production. Ok. D'accord. Compris. Donc du coup, on a une production de séjour aujourd'hui qu'on fait plus comme on la faisait avant. Ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait la même typologie d'offres, clairement, mais ça fait partie des choses qu'on a changées. C'est-à-dire qu'on n'est plus... ce que tu dis est assez vrai. La production de séjour, où effectivement, il faut que tu ailles faire en gros de la négo bilatérale par hôtel. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué de trouver un modèle dessus. Donc, on a changé ce modèle-là et on a plutôt réfléchi à se dire, OK, en fait, on n'a pas envie de plus faire de séjour, mais on a envie de faire du séjour différemment. C'est quoi nos assets pour pouvoir le faire de manière beaucoup plus digitale et beaucoup plus smart, y compris dans la production de nos propres offres, en fait. On est en mars 2020, hyper croissance depuis 5 ans, et là, boum, la crise. Alors, j'aimerais comprendre les enjeux auxquels vous avez dû faire face. Alors, j'ai pris régulièrement des nouvelles de Frédéric, que je salue s'il nous écoute. Non, parce que là, il va te dire que c'est faux. J'ai pris 3-4 fois des nouvelles en lui disant, est-ce que tu peux venir faire un catch-up et me raconter ce qui se passe ? Il m'a dit, on n'est pas... Voilà. Et finalement, c'est toi que je reçois et j'en suis très heureux. Mais du coup, voilà, on est en mars 2020, c'était il y a exactement 2 ans. Les enjeux ont été nombreux, d'agilité, de modification du mix produit, de destination éventuellement. Tu m'as dit que vous êtes, tu me disais en préparation que vous êtes un peu recentré sur la France. Voilà, on est en mars 2020. La première chose, c'est que les plans de vol explosent et que vous recevez, j'imagine, en avalanche des compagnies aériennes, des modifications de plans de vol. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qui se passe, je crois que ce que je retiens en fait dans mon esprit, ce qui a été un peu le premier domino, c'est Trump qui annonce la fermeture des frontières des États-Unis. Et après, c'est vraiment l'image du domino que tu pousses et tout tombe. On est passé du jour au lendemain de près de 5000 clients jour à 0. Alors, on n'a jamais été totalement à 0, d'ailleurs, c'est drôle, mais à quasiment 0. Donc, l'activité s'arrête
du jour au lendemain. Ça a pris 8 jours. Hein. En 8 jours, tu passes de beaucoup à rien. C'est fou. 5000 clients à presque zéro. En 8 jours. En 8 jours. Voilà. Ok. C'est d'une violence... Enfin, je ne sais pas si on peut imaginer la violence que c'est même enfin, pour les équipes, pour tout le monde. Tout d'un coup, c'est le sol se dérobe sous tes pieds, quoi. Première chose. Deuxième chose, du coup, donc, t'as plus de business du jour au lendemain. 2, tout le business que tu avais, toutes les réservations que tu avais engrangées, en fait, tout est annulé. C'est annulé parce que les gens veulent plus partir au début, parce qu'ils peuvent plus partir, parce que, petit à petit, en fait, tout se ferme. Donc, du coup, tout le monde annule tout. Les compagnies aériennes ferment, les plans de vol n'existent plus. Là, c'était même plus de la modification, c'est qu'en fait, la plupart des vols opéraient plus, les aéroports étaient fermés. Enfin, de toute façon, comme ça, il n'y avait plus rien. Et puis, à peu près en même temps, probablement par mesure de... En fait, à l'époque, il y a quand même un peu un mouvement de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va faire. Donc, la plupart des opérateurs producteurs, nous, on est distributeurs. On distribue, en fait, allez, si je mets de côté la partie où on produit du voyage dans le séjour, dans l'aérien, dans l'hôtelier, dans l'hébergement, etc., on est distributeur. Le producteur, derrière, c'est le transporteur ou c'est l'hôtel ou c'est le loueur d'hébergement. Et là, en fait, tous ces gens-là, tout le secteur se replie en mode protection. Et si je prends l'exemple des compagnies aériennes, la quasi-totalité des compagnies aériennes ferment tous les systèmes de remboursement automatique. Donc toi, tu n'as plus de business, tu dois annuler toutes les réservations de tes clients. Et à peu près, c'est pas vrai, il faut pas... Il y a quelques compagnies aériennes qui ont laissé les systèmes de remboursement automatique ouverts. Hein. Mais bon, je caricature que la quasi-totalité des compagnies aériennes te ferment tous les systèmes de remboursement automatique. Et donc, en fait, tu peux plus demander les remboursements des vols de tes clients aux compagnies aériennes. Donc voilà, donc tu es face à tout ça. Donc tu es un petit peu le buffer, c'est ça, entre le client final et la compagnie aérienne. Exactement. Et toi, tu as des demandes de remboursement ou en tout cas des questions qui s'accumulent. Ouais. Tu n'as pas forcément les réponses ni les moyens d'apporter une... Et pendant ça va durer... Ça va durer quasiment jusqu'à l'été 2020, c'est-à-dire quand même assez longtemps, où pendant plusieurs mois, on distribue plus de 100 compagnies aériennes. Hein. Pendant plusieurs mois, chaque compagnie aérienne va parfois toutes les 3 semaines modifier les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est plan de vol, remboursement. C'est comment tu fais pour demander un remboursement. Tu peux le demander en automatique, tu dois le demander manuellement. Je rembourse pas, je fais un bon d'achat. Tout le monde fait son... Tout le monde vit sa vie là-dedans. Chaque compagnie aérienne vit sa vie. Essaye de survivre ou essaye de comprendre ce qui se passe et comment y réagir. Ouais. Mais comme c'est vous l'entonnoir. Et nous, on est au milieu, en fait. Et nous, on est au milieu de tout ça. Donc, et comme on a une offre produit très, très large, du coup, effectivement, nos équipes sont confrontées à des centaines de cas différents. Et comme les politiques et les compagnies changent les règles, parfois quand je dis toutes les 2 semaines, c'est parfois toutes les 2 semaines. Donc, maintenir, en fait, les modes de fonctionnement à jour, c'est... Mais ça nous est arrivé à nous, hein, mais c'est arrivé à tous les gros acteurs du secteur. Hein. Oui, le voyage, tous les gros acteurs du secteur ont vécu la même chose que nous et ont été dans des situations entre mars et l'été 2020, c'était apocalyptique. Mais du coup, toi, en plus, tu n'as pas d'aide, ou pas forcément, en tout cas à ce moment-là, et tu as 5000 personnes par jour, enfin 5000 billets vendus, mais je ne sais pas combien les gens achètent de billets, mais donc qui ont besoin de tes services. De support, service client pour comprendre ce qui se passe, de se rembourser, changer des vols, mais t'as plus d'influx, t'as plus de business. T'as plus de business, non. Ok. Toi, alors juste, pardon, je l'ai pas dit en intro, mais t'as un profil plutôt financier. Là, tu t'es arraché les cheveux, non? Alors, on avait eu la chance de faire une levée de fonds juste avant la crise. Elle n'est pas censée servir à ça, mais... Elle n'était pas du tout censée servir à ça. Pas du tout. C'était notre levée pour l'internationalisation et l'enrichissement de notre offre produit. Hein. Donc, on n'était pas du tout... mais il se trouve qu'on venait de faire une levée de fonds, donc on
On s'est pas retrouvé du jour au lendemain dans une situation Elle dramatique. vous a sauvé? Ce qui nous a sauvés, c'est un cumul de beaucoup de choses. Ce qui nous a sauvés, c'est effectivement le fait que, indépendamment de cette levée-là, on avait une situation financière saine. On avait un bilan sain, en fait. Donc, on a fait cette levée-là, mais on était même avant cette levée-là, on n'était pas... on allait bien. On a fait cette levée parce que on avait des projets de développement, d'internationalisation et d'enrichissement de notre gamme produit. Donc, on avait une situation saine. On venait de faire une levée. Et puis, il y a eu les PGE. Assez rapidement. En fait. Les PGE Mais pas en 8 jours. Pas en 8 jours, mais on n'avait pas besoin de cash en 8 jours. Ok, compris. Nous, on n'est pas exposé en fait en termes de... Si tu veux, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que quand les compagnies aériennes ne nous remboursent pas, nous, on ne peut pas rembourser les clients. Mais on n'est pas exposé en termes de cash, en fait. C'est les compagnies aériennes qui sont exposées en termes... Parce que nous, le client, le modèle, c'est quoi? C'est que quand tu achètes un billet d'avion, ou quand tu achètes une réservation d'hôtel, mais quand tu achètes un billet d'avion, le jour où tu l'achètes, dans les quelques jours qui suivent, pour faire simple, la compagnie aérienne, elle a ton cash chez elle, en fait. Nous, on garde pas le cash sur les billets d'avion. Les compagnies aériennes, les billets, ils sont payés ce qu'on appelle à l'émission. Donc, nous, on est commissionné pour émettre. Notre job, en fait, c'est d'émettre un billet d'avion. Donc, on l'émet. On est commissionné pour ça. Mais une fois qu'il est émis, la compagnie aérienne, elle est payée de son billet d'avion. Et c'est elle elle est transporteur, en fait. Elle est chargée d'assurer le transport. Donc, si derrière, elle assure pas le transport, c'est elle qui doit rembourser le billet d'avion. Parmi ces enjeux, les enjeux dont on parlait, et tu me disais que tu le réalisais en parlant, c'est aussi de rapatrier toutes ces personnes, ou en tout cas organiser le rapatriement de toutes ces personnes. Alors que les plans de vol évoluent, alors que les vols pour beaucoup sont annulés. Alors, pour le coup, à l'époque, c'était même plus une question de plan de vol qui évolue. C'était que tous les aéroports étaient fermés. On a affrété parfois pour rapatrier les gens. Ouais. C'est vrai. Ok. Donc affréter, c'est louer un avion. Ouais. C'est ça. Ce qui n'est pas si cher que ça, d'ailleurs. J'ai réalisé dernièrement. Enfin, pas si cher, pardon. C'est le prix d'un billet d'avion fois les 100 places ou les 80 places ou les 200 places qu'il y a dans l'avion, mais j'étais surpris. Il y a beaucoup de loueurs, il y a beaucoup d'affréteurs d'avions? Il y en a. Je ne connais pas assez bien ce marché-là. Pour le coup, ça, c'est le domaine... C'est un domaine très, très spécifique que je ne connais pas bien. Bon, je continue sur les enjeux du coup, parce que c'est le sujet. L'entreprise doit se transformer. Donc 2 ans, c'est cool. Aujourd'hui, vous êtes 200? Aujourd'hui, on est 200. Ouais. Ok, vous étiez 440, 450 avant. 440. On était 440. 440 avant la crise, c'est très précis. L'entreprise se transforme avec beaucoup d'enjeux, j'imagine. Tu réalises aussi, quand il y a la croissance, tout va bien en général. La croissance cache potentiellement les imperfections, ou en tout cas permet de les remettre à plus tard. Est-ce qu'il y a des sujets d'organisation et de transformation d'entreprise qui... Alors en fait, cette crise, elle nous a révélé que dans les valeurs fondatrices de Mr Fly et dans les promesses, il y avait la simplicité. On s'était très bien occupé de la simplicité pour nos clients. Et effectivement, quand tu te retrouves confronté à ce à quoi on s'est confronté, tu te rends compte que la simplicité, elle est aussi importante pour tes équipes. Et clairement, comme on avait été en situation d'hypercroissance, et quand tu as des clients quand ton business il explose, tu t'occupes de tes clients. En fait. Tu fais pas attention au fait qu'il faut que les choses elles restent simples aussi pour tes équipes. Donc en termes de transformation, ça clairement, la crise a été un catalyseur de cette prise de conscience, de se dire ok, en fait on s'est beaucoup occupé d'être simple pour nos clients, il faut maintenant qu'on s'occupe de faire des choses simples pour nos équipes. Donc on a énormément travaillé sur l'automatisation d'un certain nombre de choses, d'actes, de traitements. Je te disais tout à l'heure,
à aujourd'hui, on en est à peu près, si je prends juste le sujet des annulations, je ne parle même pas des modifications, si je prends juste le sujet des annulations, on en est à peu près 450 000 billets d'avion traités en annulation depuis le début de la crise. C'est phénoménal. Évidemment, on a automatisé tout ce qu'on pouvait automatiser. C'est des opérations, tu as beaucoup d'opérations qui sont des opérations de pur back-office, tu as des opérations qui sont des opérations simples. Et s'il faut que tu processes tout totalement manuellement, c'est humainement même pas envisageable. Historiquement, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient automatisées. On n'a pas démarré les projets d'automatisation avec la crise. C'est un métier dans lequel tous les opérateurs travaillent en automatisant et en une grosse partie de leurs activités de back-office. Mais on a dû... Sauf que là, tu le fais à marche forcée. Sauf que là, tu le fais à marche forcée. Donc, gros travail de nos équipes tech. Et en plus de devoir adapter tous tes process d'automatisation, ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que les compagnies aériennes changent les règles du jeu, régulièrement, le fait que les compagnies aériennes changent les règles du jeu, ça a des impacts sur tes propres robots de traitement. Donc, en fait, tu es en train de t'adapter à une situation hyper mouvante. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies beaucoup plus de flexibilité certes dans ta réaction, mais aussi dans ton développement. Que tes équipes, en fait, elles s'adaptent beaucoup plus vite à toutes les évolutions qui viennent de l'extérieur. Quel KPI tu mets en place pour mesurer la simplicité que tu proposes à tes équipes en termes de process, d'outils? Tu vois ce que je veux dire? C'est le nombre de dossiers traités, c'est le pourcentage d'appels qui tombe sur un humain. Une personne. Une personne, ouais. Alors, tu as effectivement ce qu'on va appeler le taux de contact et le taux de contact qui nécessite une intervention d'un agent de voyage. Et puis, tu as les taux les taux, on va dire, je vais pas appeler ça les taux d'incidents ou les taux d'événements plutôt de la part des compagnies aériennes ou de la part des hôtels, parce que là, on parle beaucoup des compagnies aériennes, mais tu as eu aussi le même type de phénomène dans l'hébergement avec des hôtels qui étaient rouverts à la vente dans les systèmes mais qui étaient toujours fermés. Enfin, toutes ces situations-là, elles ont existé en fait sur toute typologie de produits. Donc, tu as, on va dire, les événements qui arrivent de la part de du fournisseur, du producteur, que ce soit le transporteur, que ce soit l'hébergeur, etc. Et pareil, le taux de ces événements que tu arrives à traiter de manière automatique ou sur lesquels il faut que tu fasses intervenir un agent de voyage. Après, il y a des cas sur lesquels tu les traiteras... Je ne vais pas dire jamais, parce que j'aime pas dire jamais en fait, mais il y a des cas sur lesquels c'est très compliqué de les traiter automatiquement. Il y a quand même, heureusement, beaucoup de cas dans lesquels la valeur ajoutée de l'agent de voyage est importante. Mais c'est ça qui est hyper riche dans tout ce process de transfo, c'est de te dire, OK, c'est quoi tous les actes sur lesquels il faut que je libère mes agents de voyage de ces actes-là, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'être traités par quelqu'un qui a la compétence et le savoir-faire d'un agent de voyage. Et du coup, je n'amène que des actes sur lesquels j'ai besoin de la compétence d'un agent de voyage sur mes agents de voyage. La fourchette n'est pas toujours simple à bien déterminer. Je comprends quelle a été la méthode, le process. Du coup, vous aviez un peu de temps potentiellement? En fait, oui, t'étais focus sur on avait le temps de rien. Non, on était. Mais du coup, tu te plonges dans le process, tu fais le client mystère, tu fais de l'insight client final. Enfin, quel a été le process pour optimiser du coup, simplifier? Alors, aujourd'hui, c'est un travail qui est toujours ongoing. Il y a plein de choses qu'on a faites et il y a beaucoup de choses qui sont encore ongoing. Le gros sujet sur lequel on est aujourd'hui, c'est du coup, pour le coup, ce qu'on va appeler au sens large le self-care, donc donner beaucoup plus de fonctionnalités de self-care à nos clients pour travailler sur la partie taux de contact côté client. On a beaucoup travaillé sur la partie événements, compagnie, hébergeur pendant la crise, parce que c'est ça qui a été le plus violent. Maintenant, on travaille énormément sur la partie contact client. Donc, on est en train de préparer un projet self-care qui va voir le jour au début du deuxième trimestre sur l'ensemble de nos plateformes et qui va permettre B2B, à nos clients comme B2C. Ouais, okay. Qui va permettre à nos clients en fait d'être beaucoup plus autonomes. En fait, le client, ce qu'il veut, c'est pas
bien sûr, il veut parler à quelqu'un, ok, mais il veut pas forcément parler à quelqu'un. Il veut juste qu'on règle son problème. Ouais. Donc, si tu arrives à lui régler son problème directement en ligne, d'abord en ligne, c'est super parce que c'est disponible 24/24, 7/7. Ce qui est quand même pas tout à fait le cas de tes équipes. Tu peux difficilement leur demander d'être dispo 24/24, 7/7. Non, mais le client peut le faire. Mais le client, si c'est en ligne, il peut faire... il est libre. Oui, alors s'il trouve sa réponse, effectivement, mais je pense qu'aujourd'hui, on a mal éduqué ou pas, peut-être bien éduqué, mais nous, on s'attend à avoir une réponse 24 heures sur 24. Ouais. En ligne, et si pas en ligne... Et si pas en ligne, tout de suite. Donc voilà. Donc projet en cours. Donc ça c'est et pour répondre à ta question plus précisément, comment on fait ? Bah oui, en fait, on redescend tous les process, tous les chemins de contact client, tous les motifs, toutes les analyses, et on essaye de lui apporter toutes les réponses, tout ce qui peut être répondu et tout ce qui peut être proposé au client directement dans une logique de self-care, on le fait, et puis le reste, ben on le route vers un agent. On travaille aussi sur l'assistance des actes pour nos agents, pour que la vie soit plus facile et plus sympa pour eux. Qui fait ça ? C'est de l'audit interne, c'est du produit, c'est un cabinet externe ? Non, c'est nos équipes. Mais quelle équipe ? Alors, enfin, quel profil, pardon, c'est ça ma question. On a staffé en interne, en fait, on a monté une cellule sur quelqu'un qui en fait était chef de projet, qui avait un métier de chef de projet, mais qui est quelqu'un qui est très analytique, du coup c'est du business process management si tu veux. Donc c'est une cellule un peu ad hoc, assez transverse, avec des personnes qui sont chefs de projet et qui on va dire qui tirent toutes ces analyses de projet, mais ils le font avec beaucoup d'implication des métiers. Donc, c'est l'ensemble de nos équipes métiers qui sont directement impliquées dans ce parcours d'analyse et d'identification de à quel moment est-ce que on propose au client une réponse, à quel moment, qu'est-ce qu'on va lui pousser, qu'est-ce qu'on va lui proposer. Donc, c'est extrêmement pluridisciplinaire. Tu as clairement un lead de quelqu'un qui fait du process management. Voilà. Et ce lead de process management, il est nourri, appuyé et exécuté par des gens du métier sur chacun des métiers, que ce soit l'hébergement, que ce soit l'aérien, etc., par les équipes tech, parce qu'il y a aussi derrière, faut délivrer, donc on construit les choses aussi dans des logiques dans lesquelles on peut les proposer aux clients avec, comme dans tous les projets tech, des versions, des lots, etc. Donc en fait, tout le monde travaille. T'as beaucoup d'interactions, t'as des sujets qui sont des sujets de connectivité, t'as des sujets qui sont des sujets de front, t'as des sujets qui sont des sujets de middle office, en fait. Et donc, t'as énormément de gens qui sont impliqués dans ce type de projet. C'est très pluridisciplinaire. C'est hyper intéressant. On est chez Cosa Vostra, je mène en ce moment, sur ce premier semestre 2022, un projet de réinvention un peu de la société et du process, justement. Et on a mis en place un design challenge et toutes les équipes ont participé pour from scratch sur un tableau blanc réfléchir à comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on suit, comment est-ce qu'on satisfait enfin comment est-ce qu'on enchante la vie de nos collaborateurs, comment est-ce qu'on enchante nos clients, et donc le livrable c'est de cette première étape, c'est une roadmap et en tout cas des briques qui vont ensuite se transformer en parce que toi l'impact tech il doit être énorme parce que tu me parlais en préparant cet entretien. Pardon, je vais arrêter de bouffer mes mots et je vais parler doucement. Tu me parlais en préparant cet entretien de RPA, donc Robotic Process Automation. L'impact, comme tu l'as dit, c'est le self-care. Ce projet de self-care, c'est une optimisation de vos outils pour que l'utilisateur final puisse gérer une partie de son problème, la plus grande partie en tout cas, ou la plus représentative, tout seul. Donc un gros impact technique. Alors il y a énormément d'impact technique, effectivement. Aujourd'hui, ce dont je te parlais sur la RPA, c'est plutôt quelque chose qu'on a travaillé sur les actes qui viennent des producteurs. D'accord. En revanche, donc un plan de vol qui change, un billet qui change, un horaire qui est modifié. D'accord. L'exemple type, c'est le billet qui passe de 7h51 à 8h14. Il faut juste informer le client, mettre à jour son billet et dans 99% des cas, il s'en fout et ça ne changera pas grand-chose pour lui. Si c'est 7h51 à 8h14, il s'en fout. Là où il faut que le robot, effectivement, soit intelligent, et c'est que si c'est de 7h51 à 17h51, là, il s'en fout pas. Donc là typiquement,
as besoin de la valeur ajoutée d'un agent de voyage qui va aller chercher une contre-proposition, faire une contre-proposition au client, etc. Mais bon. Donc ça, l'horaire avancé qui doit être t'as aussi plus chiant à gérer que l'horaire décalé. Ouais. T'as aussi le changement de jour, t'as aussi, t'as des cas, t'en as plein. Mais du coup, ça, c'est la partie RPA, c'est plutôt sur ce qui vient des fournisseurs. Sur la partie, on va dire, self-care client, on est aussi sur des impacts tech qui sont très importants, mais qui vont être plutôt des logiques sur ton front, tes API, tes connectivités et la manière dont tout ça communique correctement et de manière la plus fluide entre eux pour que ton client puisse être autonome dans un certain nombre de situations. Donc vraiment se réinventer dans la digitalisation des outils entre autres et des process. Donc ça c'est le premier gros enjeu, transformer l'entreprise. Il y a un deuxième enjeu, j'imagine, qui est quand le ciel est fermé, il faut ou en tout cas certaines parties du ciel, certaines destinations ferment, il faut réinventer son mix produit, sortir de l'aérien ou en tout cas pousser ce qui est hors aérien, j'imagine. Qu'avez-vous fait? On a effectivement, c'est pas mal. On a pas mal repoussé, alors particulièrement en 2020, encore un peu, encore maintenant. Hein, aujourd'hui encore, on a un mix. L'hôtel représente plus de entre 20 et 30% de notre business, ce qui c'était beaucoup moins significatif que ça avant crise. On a développé les offres d'hébergement locatif au sein de notre business hôtel et le locatif, professionnel. Ouais. Ok. Pardon, je l'oppose au locatif personnel comme des plateformes comme Abritel ou Airbnb. Donc non pardon, je te vois secouer la tête. Non, je secoue la tête parce que je réfléchis sur Abritel qui y a des. Pardon, je connais moins bien Abritel. Non, mais en fait, j'avais le sentiment que c'était du personnel. Oui, alors c'est du personnel, mais c'est quand même intermédié par quelqu'un qui est un professionnel. Okay. Donc push sur le locatif. Donc push sur le locatif, push sur l'hébergement, push sur des destinations qui sont ouvertes aussi. Hein, donc aujourd'hui, là, tu vois, depuis le début de l'année, on a un mix France qui est à plus de 30%. C'est pas du tout les mix de destinations qu'on avait avant. Alors la France, ça inclut des choses qui sont un peu plus éloignées que le territoire, mais la moitié de mes copains sont partis en Martinique ou en Guadeloupe voilà. Ces derniers temps. Ouais. C'est-à-dire que si tu avais envie de partir en vacances, c'était pas mal la Martinique et la Guadeloupe. Ça reste des bonnes destinations. Après, tu as quand même aussi, depuis le mois de novembre, tu as des choses qui repartent. Typiquement, depuis que les États-Unis ont rouvert, les États-Unis redeviennent, les US redeviennent une destination importante. Dubaï, hyper forte destination pendant toute la crise, Dubaï. Ils sont restés ouverts ? Ouais. Malin, et puis surtout, ils ont... Si t'as envie de soleil, c'est une bonne option. Petite parenthèse, alors c'est devenu quand même assez cher, j'ai l'impression. Moi, j'y étais passé il y a un bout de temps, mais hyper malin, comme en 10 ans, c'est devenu une belle destination vacances d'hiver, hein, ce qui n'était pas le cas avant, avec une offre qui a explosé. Et donc rester ouvert, c'est ce que tu me disais pendant la crise. Ok. Et là, c'est la France qui représente 30%. Là, c'est la France qui représente 30% en ce moment, là, tu vois, depuis sur les derniers jours, depuis le début de l'année, la France a un poids important dans notre mix. Ouais. Donc, en fait, en termes de produits, on a un renforcement sur des produits non aériens. Il y a encore 50% du ciel mondial qui est fermé, pour faire simple. Donc forcément, tu recherches des alternatives. On a l'hébergement, on a la location de voiture qui reste un produit qui est souvent associé à de l'hébergement, mais qui était historiquement beaucoup plus associé à de l'aérien. Donc le produit c'est pas le produit qui s'est le plus développé pendant la crise. On a eu des moments au tout début, pendant l'année 2020, où il y a eu des pics sur la location de voitures, des gens qui en fait avaient pas de voiture, voulaient partir en vacances quand il y avait vraiment pas de vol, pas de plan de vol, et qui en fait louaient des voitures pour partir en vacances. Mais aujourd'hui, où quand même l'aérien refonctionne de manière raisonnable, on n'a plus trop ce type de phénomène. Donc on est vraiment sur une évolution du mix vers de l'hébergement et une évolution du mix en termes de destination vers la France
et des poids beaucoup plus forts sur les quelques destinations qui sont ouvertes. En fait, c'est très simple. Dès que tu as quelque chose qui est ouvert, les gens réservent sur ce qui est ouvert. Troisième enjeu, Voilà. en tout cas, que je voulais aborder, c'est l'agilité qui est nécessaire. Alors, une fois que ça se stabilise, on va dire, à l'été 2020. Alors, ça se stabilise pas, en fait. Mais Ok. mais il n'y a pas de stabilisation. Non, mais il y a des réouvertures voilà. puis des refermetures, pardon, Il excuse-moi. y a des bonnes nouvelles. On se stabilise Et dans puis cette... des mauvaises nouvelles et dans des cette bonnes voilà. nouvelles. Il faut... Donc, on a parlé du mix produit, on a parlé des méthodes et des process pour les équipes. Là, maintenant, c'est une agilité business, acquisition, marketing, pour que dès qu'une destination ouvre, revendre. Alors, nous, on a eu une politique assez très ouverte pendant la crise, c'est-à-dire qu'à quelques exceptions près, sur ce qui est du contenu de nos producteurs, on a globalement permis à nos clients de toujours continuer à réserver ce qui était disponible. En revanche, on est allé effectivement les aider à dire « Tiens, regardez là, il y a... telle destination qui est ouverte et sur lesquelles les conditions sanitaires sont safe et sur lesquelles c'est facile de partir, c'est facile de revenir. » Parce qu'en ce moment, il y a ce sujet-là aussi, qui devrait bientôt s'alléger. Mais bon, et du coup, d'aller pousser effectivement sur le plan marketing et produit. Typiquement, on a eu des moments où on poussait énormément. On avait créé, on avait mis en ligne sur notre site une section dédiée à la montagne. Au plus fort de la crise, quand tu pouvais rien faire d'autre que d'aller en France, on a mis en place une section dédiée à la montagne avec des offres montagne partout en France. On a eu des moments où on a fait beaucoup de push sur les destinations, tu disais Guadeloupe, Martinique, mais en fonction en fait de l'actualité et de ce qui va être ouvert, de la situation sanitaire d'un pays ou d'un autre. Effectivement, on essaye d'avoir pas mal d'agilité marketing, surtout pour aider nos clients à identifier des endroits sur lesquels ils peuvent partir et ça va bien se passer. Voilà. Et donc ça, parce qu'ils ont envie. Ça se poursuit encore aujourd'hui. Ouais. On espère plus trop longtemps. Donc agilité marketing, mais du coup aussi produit, parce que j'y réfléchis pendant que tu parles, mais tu as des catégories managers ou en tout cas, je sais pas, des destinés qui vont dire, bon, là, il faut pousser la montagne parce que c'est ouvert, c'est en France. C'est le marketing qui fait ça chez nous. C'est le marketing, ok. Et qui a un impact du coup sur le site et les équipes techniques. Ouais. Ok. Il y a toujours une certaine saisonnalité dans l'aérien. Elle n'existe plus, là, elle est foutue. Alors, la saisonnalité, maintenant, c'est la logique de la dernière minute, dans l'aérien et aussi dans l'hébergement. On a ce qu'on appelle les booking windows. Donc, la booking window, c'est le délai entre la date de réservation et la date de départ. En moyenne, avant crise, une booking window, c'était 60 jours, en moyenne. Donc, avec du beaucoup plus long, du beaucoup plus court. On est régulièrement, alors c'est très variable. Ce qui caractérise l'activité maintenant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de règles et les choses changent extrêmement régulièrement. Mais globalement, on est sur des booking windows qui vont être entre 8 jours et 3 semaines. C'est la booking window, c'est le moment... délai entre la réservation et la date de départ. Ok, on passe de 60 jours à entre 8 et 21. Ouais. Donc divisé par 3, voire 6, 7, enfin 6,5. C'est fou. Alors, l'avantage qu'on a, si tu veux, c'est que comme on est un business tech et connecté, donc pour nous, ça n'a pas beaucoup d'impact, en fait, que les clients réservent à la dernière minute. Mais pour le producteur, quel enjeu, quoi. Donc le producteur, je le rappelle, c'est Air France pour l'avion ou c'est le Sofitel à La Réunion. Je vais pas au Sofitel, j'en sais rien, enfin, peu importe, l'hôtel à La Réunion. Pour le producteur, il doit donc gérer son yield, son remplissage, ses appros à 8-20 jours, quoi. C'est le moment entre la résa et le départ. Son staff. Bon, pardon, c'est pas ton sujet parce que toi, tu es distributeur, effectivement. Mais j'y pense quand même. Moi qui fais une partie de ma vie chez Air France, alors pas du tout du côté voyage, mais du côté, enfin travel, mais du côté voyage, mais du côté achat, j'étais quand même au contact de certaines des équipes qui doivent gérer rien que le personnel navigant. Pour organiser tes mouvements d'équipe quand t'as 60 jours, c'est facile. Quand t'en as 8, ça devient un peu compliqué, quoi. Et en plus, aujourd'hui, tu as quand même encore un certain nombre d'offres hôtelières et de compagnies aériennes qui maintiennent des conditions de flexibilité très importantes.
Aujourd'hui, tu peux encore, sur Air France typiquement, tu peux encore réserver des billets qui sont totalement flexibles en fait. Aujourd'hui, tu as énormément d'offres d'hébergement hôtelier qui maintiennent des tarifs qui sont des tarifs très corrects, avec du 100% flexible jusqu'à 48 heures du départ. Alors, je faisais un tour sur certains sites de compagnies aériennes. Les messages qui étaient avant en évidence, tu sais, très réassurant, rassurant. Commander, enfin, tu peux changer, modifier, annuler jusqu'à. Ils ont tendance un peu à disparaître. Ils descendent dans la page. Ça descend un petit peu, ouais. C'est ça. Il y a des compagnies qui, effectivement, petit à petit. En fait, au fur et à mesure que les clients. Qu'il y a de la visibilité, que tu es serein dans ton processus de réservation parce que. Je te disais tout à l'heure, on s'est habitué à plus faire de prévisions et à prendre les choses un peu comme elles viennent. La chose quand même qu'on constate de manière très claire, c'est qu'on est quand même un peu sur des logiques de réplique. C'est-à-dire que certes, on continue à avoir des vagues, mais chaque vague, elle est moins creuse et moins longue que la précédente. Donc, globalement, on voit qu'on arrive sur des tendances en fait quand même de normalisation où les choses, on apprend à vivre avec les variants tels qu'ils sont. Donc les choses se normalisent et on n'a plus des phénomènes aussi violents de fermeture, de panique, etc. Les choses, même quand tu as une vague, à quelques exceptions près, tout se passe bien. Et donc, du coup, le client, il revient dans un processus dans lequel, psychologiquement, il n'est pas inquiet de se dire « Oh là là, mais si je réserve, qu'est-ce qui va se passer ?» etc. Donc, au fur et à mesure que la réassurance, elle se fait dans ton acte d'achat de voyage, tu as de moins en moins besoin de proposer des conditions flexibles. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que la plupart des distributeurs comme nous, mais aussi des compagnies aériennes ou des hôteliers, vont venir aujourd'hui proposer des produits qui rendent ton voyage flexible. Donc tu peux, si toi tu es inquiet dans ton processus d'achat, tu peux prendre l'option de rendre ton produit flexible. Et il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui, en fait, les taux d'attachement sur la commercialisation de produits d'assurance sont beaucoup plus importants que ce qu'ils étaient avant crise. Nous, on a un produit qui s'appelle la Flex qu'on propose à nos clients. Tu peux prendre cette option. Ton billet, il est 100% remboursable jusqu'à 2 jours du départ, sans motif. Si tu es inquiet, tu prends l'option. Ouais. Quel prix par rapport en pourcentage du... Enfin, c'est un prix fixe, c'est un pourcentage du voyage? Non, c'est un pourcentage du voyage, donc ça dépend du montant de ton voyage. Ça dépend de pas mal de paramètres, en fait. Ça dépend du montant de ton voyage, ça peut dépendre aussi de la destination, enfin, ça dépend de pas mal de choses. Je me suis noté plein de points. Alors, tu voyais faire des grimaces, c'est parce que j'allais à droite à gauche chercher des informations. Le Booking Window, je trouve ça hyper intéressant. Je le rappelle, vous êtes passé de 60 jours avant crise à 8 à 21. Ouais. Après crise, en tout cas actuellement, la crise n'est pas finie. On est le 22 février. Or, on enregistre aujourd'hui, on est le 4, quelques jours avant la sortie du coup de cet épisode, et c'est aujourd'hui le 4, c'est l'épisode avec Quentin Briard du Club Med qui sort, qui était passionnant. Lui, il me parlait de Booking Window, je le rappelle juste, je le pose là, mais oui, où ils sont chez eux à 100 jours en moyenne. Donc je me dis, c'est dingue, c'est 10 fois moins. Ou 10 fois plus plutôt sur cette approche, donc prévisualisation beaucoup plus forte. Et il me disait, et ça c'était intéressant, qu'en Chine ou en Asie ils sont à 14 jours, et ça c'est un standard marché depuis longtemps, donc on est beaucoup plus proche aujourd'hui, on est en plein dedans d'ailleurs, entre 8 et 21 on est en plein dedans. Je me suis noté une question du coup, c'est que cette booking window qui s'est bien resserré, pour vous, est-ce que c'est une opportunité ou un risque, dans la mesure où quand tu bookes 8 jours à l'avance, tu cherches le meilleur prix, ou tu as choisi de partir depuis un certain temps et tu bookes au dernier moment parce que tu te dis au moins je suis sûr ou presque sûr qu'à 8 jours ça va pas être annulé, et du coup les tarifs j'en suis plus dépendant. Tu vois ce que je veux dire? J'ai deux types de comportements. Soit je me dis je partirai le 20 février et puis donc le 10 février je me dis où je peux aller en fonction des tarifs, des envies. Soit le 20 février je voulais partir depuis 6 mois à Maurice, je répète, et le 10 je me dis je vais prendre mes billets parce que maintenant a priori la destination est ouverte et les vols sont là, ouais. Et du coup je suis sujet aux variations de prix. Tu vois ma question? Alors, il y a un impact, effectivement, de ce type de comportement sur les paniers moyens. Parce que forcément, malgré... Bah oui, à la hausse. À la hausse, ok.
Parce que malgré tout, quand tu réserves en dernière minute, tu payes quand même tes billets un peu plus cher que quand tu réserves à l'avance. Et ça reste vrai. Donc, tu as un impact à la hausse du panier moyen du produit tel qu'il est tarifé par un transporteur ou par un hébergeur. Mais nous, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on est distributeur, donc dans la plupart des cas, pour nous, ça change pas grand-chose. En fait. T'as un pourcentage du panier en tant que distributeur. On commissionne. Ça dépend en fait. Il y a pas mal de typologies d'actes sur lesquelles, typiquement sur l'aérien, en fait, on commissionne à l'émission, donc on a une commission. C'est une commission d'émission, donc que tu payes ton billet 100 euros ou je caricature, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, que tu payes ton billet 100 euros ou 150 euros, pour nous, ça change pas grand-chose. Ok, compris. C'est intéressant. Je me demande dans quelle mesure c'est un jeu de dupes parce que tu vois, je peux monter mes prix en me disant que les gens réservent de plus en plus tard et en même temps j'ai besoin de remplir mes avions ou mes hôtels. S'ils sont vides, c'est aussi le moyen à 8 jours ou 20 jours du départ ou je sais pas, 14 en moyenne en Chine. La complexité, ça crée quand même une complexité pour nous. C'est quand même au sens opérationnel, c'est-à-dire que malgré tout, du coup, c'est comme tu te retrouves dans des business dans lesquels tu as beaucoup moins de prévisibilité qu'avant. Et ça, opérationnellement, c'est quand même... c'est pas que simple. Et dernier point que je me suis noté tout à l'heure, mais ça me permet d'embrayer sur cette dernière partie, qui est plus un sujet de scale. Vous avez récemment, donc on est début février, récemment atteint un niveau de commande, je ne vais pas dire de bêtises, tu m'as dit 4000 commandes en une journée, c'est ça qui est le meilleur jour depuis le début de la crise. 4000 clients, 4000 clients ouais. Qui est notre meilleur jour depuis le début de la crise qu'on a fait hier. Ça tombe bien qu'on enregistre aujourd'hui. Formidable. Notre meilleur mois depuis le début de la crise, c'était juin 2021. En gros, depuis le début de la crise, on a travaillé à peu près normalement entre juin et novembre 2021. Ouais. D'accord. C'est-à-dire les mois où il n'y a pas de confinement, où il n'y a pas de fermeture, où il n'y a pas de restrictions majeures, etc. Et là, hier, on a refait une journée meilleure que juin 2021. Voilà. Alors après, dedans, tu as forcément un impact du fait que les vacances démarrent. On revient à nos histoires de booking window. Alors, on est à Paris, mais dans le sud de la France, les vacances démarrent la semaine prochaine. Donc, tu as un effet démarrage de vacances et tu as un effet démarrage de vacances qui se cumule avec un effet sortie de vague. Donc, en fait, très souvent, quand tu es dans une vague où il y a des restrictions, les gens, ils attendent. Et puis, dès qu'ils commencent à avoir un peu de visibilité, alors là, plus il y a des vagues, plus les gens sont en mode dernière minute. Donc, voilà. Mais c'est vrai que d'abord, ça fait du bien au moral, parce que c'est quand même très sympa de retrouver des niveaux de vente comme ça. En plus, ça nous montre, si besoin était, que même avec 50% du monde ou presque, elle est un peu moins maintenant, 40%, qui est encore fermée, on peut avoir des niveaux d'activité qui sont extrêmement importants. Donc, les opportunités et la croissance, quand le marché quand le tourisme va redevenir... partout dans le monde, ce qui n'est pas encore le cas, la croissance, elle sera là. Et il y a toujours énormément d'envie de voyager, il y a toujours énormément de volonté de partager, de découvrir le monde. Dès que tu as quelque chose d'ouvert, dès que c'est les vacances, on a envie de partir. On a envie de partir, en fait. D'y aller, quoi. Donc, avec 4000 clients au jour en ce moment, on se dit, waouh, on a quand même on a un super terrain de jeu devant nous, quoi. Eh bien, formidable. On va dire que la crise, ça m'amenuise, en tout cas, ça s'atténue. Oui, ça m'amenuise. Le dernier sujet que je voulais voir ou comprendre avec toi, c'était ce sujet de scale. Vous faites de l'hypercroissance, 0 à 440 employés, 0 à 500 millions en l'espace de 5 ans, baisse pendant la crise, et là on y revient sur de nouvelles bases, ou en tout cas des bases modifiées, puisque tu m'as dit que vous avez travaillé pendant ce temps sur les process. Comment est-ce qu'on fait pour passer de 0 à 500 sans perdre son ADN, sa promesse, sa culture ? Comment est-ce que quelqu'un qui arrive aujourd'hui, ou sur les 100 personnes qui vont arriver cette année, ou dans les 6 prochains mois, bref, comment est-ce que tu les onboardes dans l'univers, la promesse, la culture, le savoir-faire, le Mr. Fly ? Alors, c'est une très bonne question, et
Merci. Autant que je dis ça. Non, je dis c'est une très bonne question parce que c'est beaucoup plus facile d'onboarder les gens quand t'es 15 que quand t'es déjà 200 parce qu'à 15, l'onboarding, il se fait tout seul. T'as l'esprit startup qui est là. Nous, aujourd'hui, on est dans une situation qui est pas évidente parce qu'on a eu cette période d'hypercroissance et on a cumulé une vie d'hypercroissance qui est une vie instable. Hein. Toute la vie des scale-up, c'est d'être sur des chemins d'instabilité parce que cette hypercroissance, elle te met forcément en déséquilibre. Et derrière, avec une hyper-décroissance, si on peut appeler ça comme ça, parce que quand tu te retrouves du jour au lendemain avec ton activité qui s'arrête, c'est des traumatismes qui sont très violents. Donc, on cumule les deux. Et maintenant, on se prépare effectivement à repartir dans des logiques d'hypercroissance. Donc, en termes d'accompagnement des équipes et d'onboarding, c'est compliqué. On a plusieurs... pour répondre à ta question, on a plusieurs dimensions de travail là-dessus. On a évidemment une dimension HR et accompagnement. On a aussi donc comment tu fais pour que les gens, quand ils arrivent, ils comprennent ce qu'on fait. On a un métier qui est compliqué. On onboard des gens dans plein de métiers. Aujourd'hui, on onboard beaucoup plus de monde dans la tech que dans nos autres métiers. Donc, ça veut dire que les équipes tech, il faut aussi leur expliquer ce qu'on fait. Il faut aussi qu'ils comprennent dans quel environnement ils sont et comment ils peuvent aider en fait à créer de la valeur et à venir nous aider dans tout ce parcours de digitalisation et de préparation de notre nouvelle version de Scale. Donc, on a une dimension accompagnement, compréhension en fait de ce qu'on fait et compréhension du produit. Un des fondements ou des piliers d'ADN qui reste et qui est resté et qui a été très constant pendant la crise, c'est les valeurs fondamentales de Mr Fly et le respect de nos collaborateurs. Et ça, c'est-à-dire qu'on a traversé beaucoup de croissance, on a traversé des moments très difficiles, on se reprépare à des moments de croissance plus forte, mais on a toujours fait les choses en accompagnant au mieux nos équipes, en étant très transparent avec eux, en leur expliquant ce qui se passait et en étant dans le respect de nos collaborateurs, de nos partenaires et au maximum de nos clients avec les moyens qu'on a eus et les contraintes qu'on a subies de la part de nos fournisseurs. Et ça, c'est tenir ta promesse de respect de tes collaborateurs, tenir ta promesse de transparence, tenir ta promesse et puis aussi reconnaître les choses, ce que je te disais tout à l'heure, reconnaître auprès de tes collaborateurs que on a eu une super période de croissance, mais du coup, cette crise, elle nous a permis de révéler aussi qu'on avait besoin d'appliquer nos principes de simplicité client sur de la simplicité pour nos équipes. Et ce discours de vérité, et du coup, le fait d'onboarder tout le monde je prends mon nouveau whiteboard et je me prépare à affronter la nouvelle marche de Scale de manière différente de ce que j'ai fait dans le passé parce que je vais vous rendre votre travail plus simple. Ça permet quand même d'accompagner et de maintenir de l'onboarding et de la motivation et un projet qui est fort. Après, on va pas nos métiers, on a des collaborateurs qui ont été c'est difficile en fait hein, donc dans nos secteurs on parlait des clients qui comprennent pas qu'on puisse pas les rembourser parce que les compagnies aériennes ne nous remboursent pas. Nos collaborateurs ils sont exposés à ça, c'est pas facile donc parfois les clients ils leur en veulent à eux alors que oui, bien sûr. l'agent en fait il y peut rien. Donc ça c'est quand même aussi beaucoup d'accompagnement pour leur montrer tout le chemin qu'on a parcouru, le chemin qui nous reste à parcourir, tout ce qu'on fait, toutes les actions qu'on mène auprès des compagnies aériennes notamment pour pouvoir obtenir gain de cause pour nos clients et pour eux. Et donc on continue si tu veux à être dans une logique de respect des valeurs qui ont été les valeurs fondatrices de Mr Fly. C'est très fort, c'est très ancré. Et c'est pas que, on dit souvent au bureau, parce que nos salles de réunion, elles portent souvent le nom de nos valeurs, on dit en fait, c'est pas que affiché sur les murs. C'est fondamental, c'est dans l'ADN qui a été insufflé par les fondateurs dans la société, dans toutes nos entités, sur tous nos sites. Et ça fait partie des choses qu'on maintient au quotidien.
On reste des entrepreneurs, donc on a pris les décisions qu'on devait prendre pendant la crise pour préserver l'entreprise et pour pouvoir continuer son accompagnement. Parce que c'est ça aussi, hein, être entrepreneur, c'est prendre des décisions qui parfois sont difficiles. Mais on l'a fait et aujourd'hui, on est resté en fait droit dans nos bottes. Tu vois, par rapport à cet ADN et par rapport à ce pourquoi les gens qui sont nos collaborateurs ou qui sont nos clients sont chez nous. En tout cas, on a fait tout ce qu'on pouvait pour. Et ça marche pas mal quand même. C'est super. Comment tu le descends, ça? T'as un process, t'as quelque chose à nous partager, un apprentissage? Alors, comme tu le disais, c'est plus facile à 15 qu'à 300. En plus, vous avez des métiers très différents. Tu parlais de la stack tech. De nouveau, dans l'équipe technique des gens qui arrivent, je pense que dans le travel, la stack tech, surtout le back-end, le back-office, incroyablement complexe, 1000 feuilles. Mais voilà, donc des métiers très différents, beaucoup de monde, des dizaines, des centaines qui vont arriver, je vous le souhaite, dans les mois, semestres à venir. Comment est-ce que Qu'est-ce qu'il dit Monsieur Macron? Ruisseler? Comment tu fais ruisseler l'ADN, la culture, et que tu t'assures surtout d'une certaine manière que c'est respecté, transmis de la bonne manière? Je sais pas si tu peux t'en assurer. En fait, tu es obligé t'as des managers, en fait. Une entreprise, c'est des gens. Et donc tes managers sont tes ambassadeurs. Tes managers sont tes ambassadeurs. Donc en fait, il faut que tes managers ils soient les ambassadeurs et que donc comment tu t'en assures? Déjà tu essaies quand même de faire en sorte de t'assurer que tes managers ils comprennent hein, et qu'ils adhèrent et qu'ils ont envie d'être tes ambassadeurs et qu'ils sont tes ambassadeurs. Alors pendant la crise, ce qui a été compliqué en fait. Bon après, je sais que c'est pas très à la mode ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que voir les gens, en fait, c'est très utile pour s'assurer que ça ruisselle correctement. Et tu vois, on a fait... c'est utile et c'est cool, en vrai. Ouais, en fait, c'est tellement sympa. Et en fait, c'est tellement le meilleur moyen de t'assurer que ça ruisselle. Parce que tu fais un event où tu vois les gens. D'abord, t'es pas dans un meeting, t'es pas derrière un écran. Si tu as l'occasion de voir tout le monde dans un événement, ça fait du bien. Les choses ruissellent toutes seules, en fait. T'as pas vraiment besoin de réfléchir à un process, à comment tu ruisselles, comment tu fais pour que ta culture, elle soit là. On réfléchit à des process pour savoir comment tu fais pour faire ruisseler ta culture, parce qu'on se parle quand on se parle derrière des écrans aussi, tu vois. Quand tu vois tes collaborateurs, en fait, quand tu vois quelqu'un à la machine à café le matin, en 2 minutes, tu sais s'il va bien ou s'il va pas bien. Quand tu fais un call avec lui, c'est quand même pas toujours même avec une visio, évident, même dans une visio. Quoi. Alors que moi, j'ai besoin, en fait, j'ai besoin de voir les gens. J'ai besoin de. Alors, ça veut pas dire que j'aime pas le télétravail. Ça a plein de bénéfices et c'est très bien. Et particulièrement en région parisienne où on a beaucoup de collaborateurs qui ont des temps de trajet qui sont super longs. Donc, c'est un vrai bénéfice et c'est super. Mais pour répondre à ta question, je pense que le meilleur moyen de s'assurer que c'est de se parler, en fait. C'est de se parler, c'est de se voir. Donc, c'est de se voir régulièrement. C'est quand tu es dans un meeting, si tu fais un meeting en visio, si tu fais un meeting en vrai, c'est pas pareil. D'abord, dans le meeting en vrai, il y a toujours 5 minutes de retard ou 5 minutes d'avance, ou etc. Ou il y a un café dans lequel on se dit des choses qu'on se dit pas dans la visio. Et puis, tu remets en place des events, en fait, des moments qui ne sont pas des meetings, qui sont juste... faire un apéro, qui sont juste de l'humain, remettre de l'humain en fait. Et c'est pas ce qui a été le plus facile, donc je touche du bois pour qu'on puisse reprendre un rythme un peu plus régulier. Mais tu vois, je pense à ça. On a été obligé d'annuler notre event, notre Christmas party, comme beaucoup de boîtes en fait qui ont annulé leur Christmas party. Mais ça a été hyper dur en fait. Parce que annuler ta Christmas party, c'est un moment où... c'est un moment de retrouvailles, c'est un moment d'échange, c'est un bon moment. Et l'annuler nous replonge dans... Exactement, en fait, te replonge dans... voilà. Donc déjà qu'il y a la réalité qui nous ramène régulièrement aux choses qui sont difficiles. Allez, pour atterrir, Émilie,
je l'ai pas dit en intro, mais tu as passé quelques années chez G7, qui était de 2014 à 2018, donc tu as pris en pleine face l'arrivée des VTC et la transformation de l'industrie, une belle révolution. Là, tu arrives, alors tu es arrivé il y a quelques années chez Mr. Fly, mais en 2020, vous prenez cette belle crise aussi en plein business. Déjà, c'est marrant, tu traverses des crises, donc c'est bien, ça forge j'imagine, ça fait de la carapace. Est-ce qu'il y a un apprentissage opérationnel que tu peux tirer de ces expériences? Qu'est-ce que tu as utilisé peut-être là, que tu avais utilisé à l'époque, même si ce sont des crises ou en tout cas des perturbations business très différentes, mais... Alors, c'est des perturbations de business très, très différentes. Il y a une chose que j'ai utilisée, c'est que faut jamais sous-estimer le pouvoir et le potentiel de digitaliser quelque chose. C'est-à-dire que le nouveau monde, on va dire, qui dure maintenant depuis la révolution, la dernière révolution post-révolution industrielle du digital, c'est un monde dans lequel en fait tu peux réfléchir à tout faire différemment de la manière dont tu le faisais avant. Et c'est un monde dans lequel tu peux en permanence te dire ok, où est-ce que j'ai besoin et où est-ce que j'ai intérêt à avoir des personnes qui ont de la compétence, qui ont du savoir-faire, dont j'ai envie qu'ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font dans leur journée pour qu'eux, ils fassent quelque chose. Et qu'est-ce que je leur fais faire qui, en fait, est pas intéressant et répétitif, a pas beaucoup de valeur ajoutée, et du coup, que je peux digitaliser. Ou comment est-ce que je peux faire pour utiliser le digital pour améliorer l'expérience de mes clients et pour améliorer l'expérience de mes collaborateurs. Et en fait, il n'y a pas de limite à cette question-là. Donc ça, c'est quelque chose, quand on te dit, mais le point commun, en fait, entre G7 et le travel, c'est que tu dis quelque chose, on te dit, oui, mais chez nous, c'est compliqué. Mais tous les business sont compliqués, en fait. Voilà. Et c'est pas parce que le business, il est compliqué qu'il peut pas être disrupté ou qu'il peut pas être, je dis digitalisé, on peut dire disrupté comme on veut, quoi. Tu peux toujours, en fait, chercher une manière de faire les choses différemment. Tout n'est pas faisable différemment, mais il faut trouver le bon dosage et le bon... ça, c'est on va dire, ce que j'ai appris dans l'un et utilisé dans l'autre. C'était quoi ta deuxième question ? Non, mais ça répond très bien à la question et c'est là où je voulais t'emmener. Donc c'est super. L'aérien, j'ai une question d'habitude, c'est pour atterrir et ouvrir le débat, c'est quelles grandes évolutions tu vois dans les 3, 5, 10 ans à venir ? Alors, je ne vais pas te parler de volume, de marché, parce que, en fait, pour l'instant, personne ne sait très bien. Et puis, on n'a plus envie, en fait, de se dire ça va revenir à la normale en telle année, en telle année, en telle année. D'abord, c'est pas très grave, même si ça revient jamais à la normale. En fait, c'est pas très grave. Il y a plein de choses qui fonctionnent, et du coup, il y a un terrain de jeu largement suffisant avec ce qui fonctionne pour prendre du plaisir, permettre à nos clients de voyager et faire plein de belles choses. Donc, à la limite, le retour au monde d'avant. Et si c'est jamais, tant pis, c'est pas grave. Ça sera quelque chose de différent. Je pense qu'il y a une chose quand même en termes de tendance sur lesquelles nous, en tant que distributeurs, on doit accompagner nos clients et du coup permettre qui est quand même un sujet qui est un sujet de société et dont on parle beaucoup pour le travel, parce que c'est facile d'en parler pour le travel, parce que c'est un produit plaisir, c'est la dimension écologique quand même et la dimension responsable du tourisme. Nous, on est distributeurs. Dans la mesure où on est distributeur, c'est pas nous on va pas décider de changer la flotte ou on va pas investir. On n'est pas l'industrie aéronautique. On va pas investir dans des avions avec des carburants plus propres ou et même on va pas tirer la chaîne là, c'est pas l'objet, mais c'est un autre plein de choses, plein de débats à se tirer derrière. En revanche, je pense qu'on a quand même un rôle à jouer comme
tout le monde dans cette histoire, dans ce sujet d'éco-responsabilité générale, sur dire les choses à nos clients, leur expliquer, faire de la pédagogie, leur expliquer que si tu prends un vol via avec 2 stops ou si tu prends un vol direct, ta consommation carbone, c'est pas la même. Donc peut-être que t'es pas prêt à payer pour la compensation des émissions carbone de ton vol, mais peut-être que si on te dit que en fait le vol qui coûte 12 € de plus, il émet beaucoup moins que le vol qui coûte 12 € de moins, tu vas quand même avoir la conscience de prendre celui qui coûte 12 € de plus et qui émet et qui a beaucoup moins d'émissions parce que c'est un vol direct. Ou parce que un jour les compagnies aériennes, telle compagnie, elle a une politique, typiquement Air France, EasyJet, ils ont des politiques de compensation des émissions carbone de leur vol, tu vois. Donc il y a et pareil, il y a l'hôtellerie, c'est pareil, hein, tu as beaucoup de labels qui existent, tu as des hôtels qui ont des politiques éco-responsables. Et tu as des hôtels pour qui c'est absolument pas le début d'une préoccupation. Bon, tu vas pas partir en vacances, mais en revanche t'es peut-être d'accord pour choisir plutôt un hôtel qui a une politique éco-responsable qu'un hôtel qui n'a pas une politique éco-responsable. Mais si nous, en tant que distributeur, on ne te le dit pas, tu peux pas savoir. Donc, on a quand même un rôle à jouer pour aider les consommateurs à faire leur choix et du coup à encourager par leur comportement de consommateur les producteurs à aller vers de la production plus éco-responsable. Alors, avec transformation de l'industrie, prendra d'autres enjeux et aura besoin d'autres accompagnements parce que c'est des transformations majeures. Hein. Mais le comportement du consommateur, c'est quand même pas totalement inutile. Je pourrais encore avoir plein de questions, mais le temps file et on se reverra du coup pour la suite. Émilie, merci infiniment pour ton temps. C'était riche. J'espère, chères auditrices, chers auditeurs, que ça vous a plu. Merci à toi. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.